Alors, aujourd'hui, nous allons, enfin cette matinée en tout cas, on va avoir donc 2 tables rondes et je vous propose de rentrer dans cette première table ronde dont la thématique est la reconnaissance officielle d'un engagement au service des usagers. Pour cette table ronde, je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Madame Noémie Poulain, responsable du service démocratie en santé et gouvernance à l'ARS Hauts-de-France. Qui est là, voilà. Madame Christine Trept, présidente de la commission spécialisée droit des usagers, qu'on appellera aujourd'hui la CSDU, à la CRSA Hauts-de-France. Je vous demande aussi d'accueillir Monsieur Michel Tumerel, directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Et je vous demande de réaccueillir chaleureusement Monsieur Pierre-Marie Lebrun, président de la délégation régionale France Asso Santé Hauts-de-France. Alors, avant de rentrer dans cette table ronde, je vous dois quelques explications. Lorsque vous êtes rentré dans cette salle, vous avez reçu à l'accueil un tote bag. Est-ce que tout le monde a reçu son tote bag? Oh là là, mais il va falloir mettre plus d'énergie. Est-ce que tout le monde a reçu son tote bag? Ah voilà, voilà, vous êtes parfait, je le savais. Dans ce tote bag, vous aviez ces petits cartons. Est-ce que vous voulez bien les prendre en main, s'il vous plaît? Ces petits cartons, on les appellera aujourd'hui des cartes émotions. Ces cartes émotions ont une fonction. La fonction d'interagir avec les personnes qui vont défiler devant vous sur les 2 tables rondes de ce matin, et ça va aussi être utile cet après-midi. Ces cartes émotions, c'est d'abord un cœur. Ça, c'est vraiment j'aime. Ça veut dire que vous êtes touché au cœur parce que les personnes sont en train de vous dire. Derrière le cœur, vous avez un pouce. Ce pouce dit « Ah, ça c'est une bonne idée, c'est sympa ce que vous dites ». Et puis, vous avez aussi une carte émotion, la carte verte, qui est la carte de l'étonnement. Oh là, mais je suis très étonné par cette information. Est-ce que je sais bien l'émotion de la personne étonnée? Ok, merci cher public. Et vous avez la carte orange, qui est la carte de la colère. Parce que parfois, on va vous dire des choses qui vont vous mettre en colère. Un chiffre, on a eu l'explication, on a eu une histoire tout à l'heure, qui pourrait éventuellement vous mettre en colère. À tout moment, envoyez vos émotions aux personnes qui interviennent sur les tables rondes. Ça leur permettra d'ajuster leur discours, leurs propos, de réagir. Ils ne sont pas obligés de réagir, mais ils peuvent. D'accord ? Avant de commencer, j'aimerais savoir si techniquement, ces cartes émotions fonctionnent. Vous savez, il faut toujours s'assurer que la technique fonctionne. Est-ce que vous pouvez me donner, à travers ces cartes émotions, l'état d'esprit dans lequel vous êtes tout de suite maintenant, s'il vous plaît ? Ok, ça a l'air de fonctionner techniquement. On a plutôt des cœurs, on a un point d'interrogation, j'y viens tout de suite, on a des pouces qui se lèvent. Ok, on a un bon état d'esprit. Vous êtes parfait. Et donc, vous l'avez vu, il reste une dernière carte émotion, la carte question. Ça, c'est pour toutes les personnes qui ont besoin d'avoir un complément d'information, une clarification, qui n'ont pas très bien compris ce qui a été dit. À la fin de chaque table ronde, on va ouvrir un espace-temps d'une dizaine de minutes dans lequel vous allez pouvoir poser des questions. Je vous préviens tout de suite, vous savez, c'est ce moment où moi je vais vous dire, mesdames, messieurs, c'est votre tour de poser des questions. Et à ce moment-là, il y a toujours un silence qui opère dans la salle où la première personne qui prend le micro, en général, a du mal à se lever et à assumer le fait qu'elle a besoin d'informations. Eh bien, c'est à ça que ça sert, la carte question. Vous allez lever cette carte question, on verra, on vous amènera un micro. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous aurez plein de questions parce que l'objet de cette journée, c'est pas simplement de consommer ce que les gens vont vous dire, mais c'est de participer et donc du coup, d'être acteur de cette journée. Voilà, vous avez toutes les explications et je reviendrai vers vous avec les autres éléments que vous avez. Ah, j'ai déjà une question. Vous n'avez pas? Vous avez? Ah bah dites-moi. Bah regardons, on va commencer tout de suite. Alors on a dit... Oui? Le pouce est favorable. Alors si... Alors... Vous avez raison, j'ai oublié de préciser que vous pourriez avoir des questions sur l'explication de ces cartes émotions. Le pouce en l'air dit que vous êtes favorable à ce qui est dit. Si jamais vous êtes défavorable, ne vous embêtez pas à le retourner. Utilisez soit la carte orange, soit la carte verte. C'est à ça que ça sert. Comme ça, vous avez des émotions plutôt négatives sur la verte et orange et plutôt positives sur la rose et bleue. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je vous propose de rentrer dans cette table ronde et donc de réapplaudir, s'il vous plaît, nos intervenants pour leur donner toute l'énergie nécessaire. Alors, Madame Poulain, on va commencer avec vous. Je rappelle, vous êtes responsable du service démocratie en santé et gouvernance à l'ARS Hauts-de-France. Et en fait, pour débuter cette table ronde, lorsqu'on l'a préparée, vous aviez envie d'illustrer ce qu'était un représentant des usagers. Et pour ça, vous aviez une petite histoire à nous raconter. Et bien, la parole est à vous. Merci. Alors, bonjour à tous.
J'ai la lourde tâche de montrer qu'on ne vous fait pas tourner en rond en tant qu'agent ARS et de susciter des émotions. Donc j'espère que j'y réussirai positivement. Effectivement, pour démarrer cette journée, puisqu'on on a situé l'humain et les êtres humains que sont les représentants des usagers dans ce système de santé, on va beaucoup parler de personnes et il m'a été confié la tâche effectivement de vous raconter une histoire ou de vous parler de quelqu'un. Ce que j'ai choisi de faire, donc j'espère que ça va susciter de belles émotions, c'est de vous faire un portrait chinois d'une personne, d'un représentant des usagers. Donc pour ceux qui connaissent les portraits chinois, vous allez devoir donc deviner de qui je vous parle. Pour ceci, puisqu'on a parlé de passion, je propose de vous faire deviner cette personne en vous parlant d'un animal, d'un sport, d'un livre et d'une chanson. C'est en général des éléments qui peuvent nous apporter pas mal d'émotions. Donc pour deviner qui est cette personne, s'il était un animal, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourrait pas dire que c'est un paresseux. Par contre, moi je dirais que ça pourrait être un chat, puisque cet animal est agile, il sait être discret mais bien présent. Il est à la fois indépendant mais proche des personnes et il sait ce qu'il veut et il sait bien le faire comprendre et l'obtenir. Donc c'est ce que j'ai choisi comme animal. Je ne sais pas si vous allez trouver de qui il s'agit. S'il était un sport, cette personne, vous commencez à comprendre que je parle d'un homme. S'il était un sport, alors je ne le connais pas assez bien pour en citer un en particulier, mais je pense que je parlerai d'un sport collectif, puisque c'est vraiment ça le sens le symbole de ce qu'il représente, de ce qu'il est et de ce qu'il véhicule. En tout cas, il est en forme olympique, ça c'est sûr. Il est en forme olympique, comme je dirais, presque 4 jeunes hommes de 20 ans ou presque 2 hommes de 40 ans. Il est président de club, il a des équipes derrière lui. Si c'était un livre, alors là, c'est pas évident. Je me suis replongée un petit peu dans mes mémoires moi-même littéraires d'anciennes écolières. Donc j'accuse personne, mais j'ai pensé au Rougon-Macquart. Alors je ne dis pas que c'est un des personnages des Rougon-Macquart. Donc si vous avez en tête les Rougon-Macquart, Germinal, l'Assommoir, mais aussi Au bonheur des dames, L'argent, etc. En fait, c'est une série d'histoires avec beaucoup de personnes très touchantes, sans mentir, qui parlent pas bien souvent de choses graves, donc de santé mentale, voilà, de fin de vie, de la difficulté et l'injustice qu'ont certaines personnes face aux conditions dans lesquelles ils grandissent. On n'est pas tous égaux face à la santé, donc en fonction de son travail, de son logement. Et puis aussi, il y a des belles choses, il y a les valeurs de la solidarité, même quand on a peu de moyens, la place de la famille, de l'intergénérationnel. Donc voilà, si c'était un livre, j'ai pensé à ces livres-là et à toutes ces personnes que représentent derrière un livre plusieurs personnes. Et si c'était une chanson, pour finir, alors je ne veux pas vous orienter rapidement vers le programme que vous avez dans le tote bag, mais j'ai pensé à « Je ne suis pas un héros » de Daniel Balavoine. Je pense que tout le monde l'aura en tête. Donc vous pouvez la chanter, je ne vous la chanterai pas, je vous épargne ça, mais je ne suis pas un héros. Et pourtant, comme il le dit lui-même, les représentants des usagers et lui-même est, je pense, un héros. Donc je ne sais pas qui avez-vous en tête, est-ce que vous avez deviné? Est-ce que vous avez une idée, cher public? Ah, on a une idée juste là, dites-moi. Alors on a une proposition qui est Pierre-Marie Lebrun. Est-ce que c'est Pierre-Marie Lebrun? Alors j'attends d'autres propositions. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? On ne s'arrête pas à une expression. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Il semblerait qu'il n'y ait pas d'autres propositions. C'est une bonne réponse, Madame la Présidente. C'est une bonne réponse. Et lui-même n'était pas au courant de ce que j'allais dire. C'est donc en effet Pierre-Marie Lebrun. Merci beaucoup, Noémie. Alors, Pierre-Marie Lebrun,
sera notre grand témoin aujourd'hui. C'est le grand témoin de la journée. Et donc, en fait, je vais avoir la chance, non pas d'animer seul cette journée, mais nous allons co-animer cette journée. Donc, je vous présente mon binôme, que jusqu'alors j'appelais Monsieur Lebrun, qui maintenant devient Pierre-Marie. Pierre-Marie, je suis content de partager cette journée avec vous. Pierre-Marie, vous avez une liberté totale aujourd'hui. Je ne sais pas à quoi je m'engage quand je dis ça, mais vous avez une liberté totale. Comme d'habitude. Vous avez donc carte blanche, vous intervenez quand vous voulez, sur les sujets que vous voulez, votre micro sera toujours ouvert. Voilà. Comment allez-vous, Pierre-Marie, avec cette présentation ? Bah, écoutez, moi je trouve que ça démarre pas mal, hein, donc on a eu déjà des paroles très encourageantes là, juste avant, là, sur la façon d'être élu, quand même. Je trouve que dire que ça peut nous amener chacun du bien pour nous et pour les autres, je trouve que c'est vraiment bien résumé le but de cette journée. Et le but de la journée, c'est aussi que chacun arrive à comprendre ça, quoi. Et je pense qu'on peut y arriver, mais pas de raison. Voilà. Merci Pierre-Marie. On va passer la parole à Madame Trept. Je rappelle, Madame Trept, vous êtes présidente de la commission spécialisée de droit des usagers, donc la CSDU, à la CRSA Hauts-de-France. Peut-être pour entrer dans cette journée, est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle d'un RU, donc un représentant des usagers, peut-être selon les textes, peut-être on peut commencer par ce scope-là. Bonjour à toutes et à tous. Bon, alors moi, je suis désolée, je continue dans la ligne de Noémie. Des textes, non, on n'en a rien à faire. Des textes, ça c'est la formation de France Assos. Qu'est-ce que c'est un représentant des usagers? Comment vous expliquer? Pour une fois valoriser ceux qui le font et pas faire peur à ceux qui ne le font pas encore. Mais bientôt. Mais bientôt. Ça, on est persuadés. Vous connaissez tous les couteaux suisses. Voilà. Pour moi, un représentant des usagers, c'est comme un couteau suisse. Multifacette. Quand il faut être incisif, ben, on sort le couteau, on y va. Quand il faut débloquer, on sort le tournevis, alors on débloque quelque chose. Et s'il faut décapsuler pour que ça devienne plus facile, ben, on prend le décapsuleur. Voilà. Pour moi, un RU, en première ligne, c'est ça. Dans un hôpital. Forcément, il ne peut pas le faire tout seul. Il faut aussi des répondants en face. Mais je pense qu'on a aujourd'hui un certain nombre de représentants aussi des hôpitaux qui sont là. Et que il y a un représentant pour nous très important qui est là aujourd'hui et qui va nous parler de son expérience avec les représentants qui siègent dans les commissions de son hôpital. Je pense aujourd'hui, le représentant des usagers est devenu d'un personnage au départ, comme tu disais, Pierre-Marie, de presque syndicaliste, revendicatif, voilà, à une coopération, une co-construction et d'une certaine manière aussi un facilitateur. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait la richesse des personnes qui travaillent, au départ peut-être, pour une raison personnelle ou familiale qu'ils s'engagent, et on s'en aperçoit après que, oui, mais je ne suis pas là que pour moi. Et en même temps, j'ai aidé un tel, et j'ai aidé la voisine, et j'ai aidé la famille du patient, qui malheureusement n'a rien compris ce que le médecin lui a dit. On ne remplace pas les médecins, on ne remplace pas les soignants, ce n'est pas le sujet, mais on peut être facilitateur. Souvent, c'est là de prendre le temps pour un représentant des usagers qui prend le temps simplement de l'écoute. Et souvent, c'est le temps qui manque aujourd'hui au personnel soignant, aux médecins. Il faut que ça aille, il faut que ça aille vite, il faut que ça fonctionne, il faut que le service. Et c'est là où nous rentrons dans la danse. Madame Trept, on va aussi aborder dans la journée l'endroit dans lequel les représentants d'usagers peuvent siéger, peuvent travailler, ces fameuses commissions. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, de façon assez rapide, parce qu'on aura l'occasion dans la journée d'explorer ces différentes commissions, mais nous rappeler peut-être quelles sont les commissions dans lesquelles on retrouve des représentants d'usagers et quels sont les rôles?
si on parle des commissions des hôpitaux, et je pense Dr Tumerel pourra en parler un peu plus facilement, parce que voilà, tout l'établissement n'a pas forcément toutes les commissions, pas tous les mêmes. Disons, on est passé dans une largeur, et je pense, parce qu'au départ, il faut quand même le dire, les premières commissions, c'était qualité et, c'est-à-dire, alors, les plaintes et les réclamations. En général, c'était les sujets qui se traitaient dans les commissions, les anciennes CDU, c'est-à-dire les groupes PC. Ça s'élargit, et je pense qu'aujourd'hui, en dehors des commissions, sur les ordonnances nosocomiaux, sur plein de choses, je pense que c'est aussi aujourd'hui que les représentants d'usagers rentrent dans la direction de l'hôpital. C'est-à-dire via les conseils de surveillance, dans les comités d'éthique, en pouvant participer au CME des hôpitaux. CME, vous nous dites ce que c'est? Voilà, le comité médical. Établissement, voilà, le comité médical. Même si, et je sais qu'il y a beaucoup de réticence de la part d'un certain nombre de médecins, parce que ce sont souvent des sujets très médicaux, mais au moins, si on permet au président de la CDU de présenter le rapport annuel droit des usagers et de le rapport d'activité de sa propre commission, je pense on avance bien, et on en parlera du rapport annuel droit des usagers un peu plus tard, je crois. Exactement. Vous le dites, Madame Trept, allons à l'hôpital, du coup, avec Monsieur Tumerel. Donc, je rappelle, vous êtes directeur du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux. Je pense que c'est important, par rapport à ce que Madame Trept vient de dire, de nous expliquer, chez vous, quelle est l'importance des représentants des usagers. Oui, tout d'abord, ça marche? Oui, ça marche. Mais collez bien à la... Ouais, on collez pas plus. Voilà. Oui, donc d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis vraiment très honoré de participer à cette journée d'échange sur les représentants. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément en tant que directeur d'établissement. Alors, je ne suis pas docteur, Dieu m'en garde, merci, je ne suis que directeur d'hôpital. Voilà, et simplement vous dire que... je suis un directeur un peu atypique, c'est pour ça peut-être que j'ai un regard un peu particulier sur cette mission des directeurs des hôpitaux dans la représentativité des usagers, parce que j'ai commencé comme mon ami Martine sur les bancs du professeur Ribet. Nous étions ensemble dans les mêmes services à la même époque, et j'ai fait une plus longue carrière en blouse blanche qu'en costume cravate, même si j'ai jamais mis de cravate, mais voilà, plus souvent en blouse blanche. Et donc j'ai complètement fait la synthèse entre les deux. Je ne sais pas si je me fais comprendre, entre effectivement le terrain et la gouvernance. À mon sens, il faut être clair. Aujourd'hui, la représentativité des usagers dans un hôpital, c'est pas de la symbolique. Et si je vous parle, c'est par une autre casquette que j'ai, qui est celle d'expert visiteur. C'est-à-dire que ça me donne la possibilité de voir beaucoup d'établissements et de voir comment fonctionnent les autres hôpitaux dans la représentativité des usagers et de les comparer. Et très longtemps, la représentativité des usagers était qu'une symbolique. C'est-à-dire qu'ils étaient là parce qu'il fallait être là, parce que la HAS avait dit qu'il faut être là. Mais ça se limitait à ça. Donc aujourd'hui, le représentant des usagers est un vrai partenaire en part entière. C'est un acteur vrai du système de santé. Et il faut absolument que les directeurs d'hôpitaux, je vous le disais tout à l'heure, Présidente, prennent la main sur le sujet, ce qui est loin, je le dis avec beaucoup de simplicité, d'être le cas. Et encore beaucoup trop de directeurs d'hôpitaux n'ont pas saisi l'intérêt pour leur propre établissement de fonctionner avec les représentants d'usagers. Alors, ils ont un rôle fondamental à plus d'un titre. Tout d'abord parce qu'ils sont la voix des patients dans le système de santé. Et je rappelle quand même que le système de santé est fait pour les usagers, et non pas pour les médecins ni les soignants. Donc ça me paraît évident qu'on prenne en compte leur voix. Ils sont des relais d'information essentiels, des porte-paroles, mais à double sens. C'est-à-dire que ces relais d'information doivent aller vers les usagers elles-mêmes, ou eux-mêmes, pour leur sensibiliser sur leurs droits, leur donner leurs droits, mais ils doivent aussi informer les soignants de ce qui ne marche pas. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont à la jonction entre un relais d'information vers l'usager, mais aussi vers les soignants et les équipes soignantes. Il faut aussi qu'ils sachent remonter simplement des informations souvent qui peuvent paraître bêtes, mais qui en fait sont très utiles. Je prends l'exemple récemment d'un représentant d'usager qui me disait, vous savez, il y a une dame qui a passé 3 heures sur le brancard pour faire une radio du dos.
allongée sur le bancard, elle est sortie de là, elle avait encore mis le modo qu'en rentrant, quoi. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la patiente qui l'a dit, c'est le représentant d'usager. Au même titre que le représentant d'usager, dont je salue d'ailleurs mon président dans la salle, m'a déjà fait la remarque de dire, attendez, il y a un monsieur qui m'a dit, on est venu me réveiller à 5h du mat pour me donner un Doliprane. Je venais de m'endormir, j'avais pas mal à la tête, quoi. Vous voyez, et c'est pas le patient qui l'a dit, c'est le représentant d'usager. Donc je crois que c'est important, effectivement, ce relais d'information. Et puis après, je pense que constamment, un des rôles essentiels des représentants d'usagers, c'est de nous rappeler que derrière chaque porte de chambre, derrière chaque dossier, il y a autre chose qu'un numéro, quoi. Il y a une vraie personne qu'il faut prendre dans son intégralité et pas prendre le patient comme le numéro 42 porte-fenêtre avec 3 gouttes de digoxine et en régime sec sans réduit. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est avant tout quelqu'un. Quelle relation existe entre vos professionnels de santé et les représentants des usagers? Alors, les relations... C'était la deuxième question. Déjà, donc je chante tout le reste que j'avais prévu sur la première. Mais j'y reviendrai. Vous pouvez prendre une partie de la première, le mettre dans la deuxième. Je vais faire un point à mes potes. La relation essentielle, c'est la participation à la relation liée à l'amélioration de la qualité des pratiques et de la prise en charge. C'est vraiment l'essentiel au jour d'aujourd'hui. C'est toute l'évolution que disait Martine par rapport à la haute autorité de santé tout à l'heure. C'est qu'aujourd'hui, on est devenu, on est passé d'un système d'un représentant d'usager passif, spectateur, je sais presque on peut dire à une époque, à aujourd'hui un représentant d'usager acteur, et voire même plus que acteur, puisqu'il participe aux soins, j'en parlerai tout à l'heure si vous voulez, avec des représentants d'usagers qui sont même salariés à Saint-Amand-les-Eaux. C'est-à-dire que j'ai des représentants d'usagers qui sont devenus père aidants et qui nous aident et que je salarie, c'est-à-dire qui participent à l'équipe de soins. Monsieur Gilardi, vous êtes tout à l'heure une chose très importante, c'est que les représentants d'usagers sont aussi les garants du dialogue sanitaire démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, le fait même qu'ils sont présents, ça amène une notion de confiance dans l'établissement. Puisqu'effectivement, ils servent d'interface entre le soignant et le soigné, et que leur présence légitime, si vous me demandez tout à l'heure le mot, je vous le sors déjà tout de suite, c'est légitimité. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire une chose, un message essentiel que je ressens profondément quand je suis directeur d'hôpital, c'est que vous êtes légitime. C'est difficile pour les représentants d'usagers à savoir qu'ils sont légitimes. Vous êtes légitime à demander des comptes. Vous êtes légitime à vouloir qu'on vous rende des comptes. Et ça, c'est un passage extrêmement difficile pour les représentants d'usagers qui, la plupart du temps, se disent « oui, bon, ils sont sympas, ils m'accueillent ». Non, non, vous avez été nommé. Et vous êtes légitime. Et vous avez des droits à demander si on respecte les droits de vos usagers, parce que vous les représentez. Ça, c'est une notion très importante, la légitimité. Voilà, et puis ils apportent en plus, et là aussi Hugo Gilardi le disait tout à l'heure, on a un regard extérieur. Parce que les soignants, c'était rappelé, ont la tête dans le guidon. Ils ne voient plus ce qu'ils font. Ils ne voient plus le respect de la dignité, de l'intimité parfois. Et donc si une personne dans le terrain vient leur rappeler les règles de base, effectivement c'est ce regard extérieur qui n'est pas naïf. Parce que je salue les formations de France Asso Santé qui quand même apportent énormément de capacité aux représentants des usagers à diagnostiquer eux aussi ce qui ne se passe pas bien dans un établissement. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction sur le rôle, la place fondamentale des représentants d'usagers. Alors par rapport aux soignants, c'est une bonne question parce que, vous savez, dans les hôpitaux, on en a vu tellement, ça se résume à quoi? À un panneau d'affichage dans le hall d'entrée. Combien de fois j'arrive dans un service et je dis, bon, qui sont les représentants des usagers? Je m'intéresse à l'infirmière, hein, qui sont les représentants d'usagers? Elle me répond, bah, ils sont affichés dans le hall. Voilà. Mais encore, bah, écoutez, je ne sais pas, mais on peut aller voir ensemble le panneau d'affichage. Vous imaginez bien que si le soignant qui passe sa vie dans l'hôpital ne connaît pas les représentants d'usagers, comment voulez-vous qu'il passe l'information aux représentants d'usagers qu'il y a des représentants d'usagers? Et donc c'est quelque chose de fondamental, c'est qu'on n'est plus dans la symbolique d'un affichage simple des coordonnées des représentants d'usagers. Ils doivent être sur le terrain. Vous me parlez des soignants. J'ai un autre message important à faire passer. Je sais qu'on en a discuté entre nous, on n'est pas toujours d'accord sur le principe, mais pour moi, un représentant d'usager tire sa légitimité sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fait, oui, bien sûr, il participe à la CDU. Oui, bien sûr, il participe à des instances. Mais là où il trouvera sa vraie mission, et donc
Là où il va vivre quelque chose d'exceptionnel, c'est quand il sera sur le terrain. Et les soignants participeront avec les représentants des usagers que s'il va sur le terrain. Donc des représentants d'usagers, et ça, monsieur mon président le sait bien, il est plus souvent sur le terrain dans mes services hospitaliers qu'il n'est dans mes réunions officielles. Et il est plus souvent en contact des soignants et du lit du patient qu'il n'est que dans mes réflexions officielles, même s'il est dans les réunions aussi, hein, mais la plupart du temps, il est au lit du patient. La légitimité et vraiment la capacité à prendre du plaisir à être représentant d'usagers, aujourd'hui, elle vient du terrain et de la reconnaissance que feront les soignants. Les soignants ne reconnaissent qu'une chose, c'est le terrain. C'est-à-dire que quand vous dites à des soignants, des infirmiers, des aides-soignantes, bon, il y a des RU qui sont en CDU, ouais, bon, alors, nous, de toute façon, on est malades. Hein. Donc, vous savez... Par contre, quand vous dites à des soignants, infirmiers, aides-soignants, attention, ils viennent demain et ils vont discuter avec vous d'un sujet ou d'un autre et ils vont aller voir des patients. Ça prend une toute autre tournure et c'est là où le représentant des usagers trouve son bonheur dans sa mission. Je tenais à le souligner, cette légitimité de terrain. Monsieur Tumerel, la mission compliquée que j'ai aujourd'hui, oui, c'est notamment de faire respecter le temps de parole. J'ai absolument pas envie de vous couper parce que c'est passionnant. On est vraiment dans votre histoire, au cœur de votre établissement. On comprend l'intérêt et la relation avec eux. Mais malheureusement, je dois faire attention au temps. Est-ce que vous avez un dernier message sur cette relation RU professionnelle de santé avant de revenir sur un sujet avec Noémie sur la démocratie de santé? Allez, je vais faire en 3 mots. Allez, 3 mots. 3 mots. Alors, légitimité, vous l'avez compris. Information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentant d'usager utile s'il n'est pas bien informé. L'information, là aussi, ne peut venir que des soignants. Et il faut que les soignants arrêtent de croire que quand on a une information à donner, elle est là pour les taxer. Non, elle est là pour construire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que l'information doit toujours être prise dans un sens constructif. Qu'elle soit négative ou pas dans la prise en charge, ce n'est pas le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est l'amélioration de la qualité. Et donc, ça veut dire que, en 3 mots, encore une fois, le soignant doit pouvoir informer dans un jargon compréhensible. Parce que quand vous parlez de CLU, de CLIN, de CLAN, de T2A, inutile de vous dire, vous les perdez. Oui, c'est vrai, je suis témoin de ça. On est d'accord. Et je pense qu'il y en a même qui l'utilisent volontairement pour les perdre tout de suite. Donc ça veut dire qu'il faut leur parler simplement, dans un langage clair, simple, qu'ils comprennent, et écouter ce qu'ils ont à dire. Quand on leur dit, par exemple, là, il y a quelque chose qui ne va pas, pourquoi vous avez fait ça, on ne comprend pas, il faut expliquer, tout simplement. Et on n'aurait pas pu faire autrement. Ce n'est pas une question bête, c'est une question constructive qui doit être créée. Et donc l'écoute des soignants se fait à partir d'un jargon simple, constructif, autour de questions la plupart du temps très très simples. Voilà, c'est un peu les 3 mots que je voulais redire encore sur le rôle des soignants dans les usagers qui doivent les écouter, mais bien sûr les entendre. C'est parfait, monsieur Tumerel. N'hésitez pas à réagir avec vos cartes. Voilà, comment est-ce que. N'hésitez pas à interagir pendant que la personne parle. Monsieur Tumerel, vous avez marqué des points. Regardez, il y a plein de cœurs dans le public. Vous recevez plein d'amour, là, monsieur Tumerel. Madame Poulain, donc je rappelle, vous êtes responsable du service démocratie en santé et gouvernance à l'ARS Hauts-de-France. On a préparé cette table ronde, on a passé du temps ensemble. Et je vous cite, vous m'avez dit, le représentant des usagers est un acteur majeur de la démocratie en santé. J'aimerais qu'on prenne quelques minutes pour que vous puissiez nous parler de ce qu'est la démocratie en santé. Est-ce que vous pourriez mettre une définition sur cela? Oui. Alors au-delà du portrait chinois et des anecdotes et des images qu'on emploie souvent pour définir cette personne et ces personnes, je reviens sur ce que disait mon directeur général tout à l'heure et en lien avec ce que M. Tumerel a dit aussi, c'est-à-dire qu'il parlait de démocratie et de place prévue. La loi prévoit cette place, c'est-à-dire que c'est pas juste on a envie de demander l'avis des usagers. Aujourd'hui, plus qu'avant et moins que dans l'avenir, je pense, il y a des places prévues, c'est-à-dire c'est obligatoire de toute façon, il y a un certain nombre d'instances. Alors je vais vous épargner les sigles et de toute façon, comme les tote bags sont très bien faits, vous avez dedans tout un tas de documentation, notamment un guide de France Asso Santé qui reprend un tableau très complet avec toutes les instances dans lesquelles vous posiez la question tout à l'heure, Monsieur Cardinal, à Madame Trepp qui a donné quelques exemples, toutes les instances dans lesquelles les représentants des usagers sont appelés à siéger. Il y a des places pour eux. Notre travail, donc j'arrive sur la réponse, notre travail à nous, c'est en tant qu'ARS de les désigner aux établissements de santé particulièrement, puisqu'il y a un certain nombre d'instances qui sont des instances hospitalières. Et donc, nous, on a une obligation, c'est dans notre mission, d'organiser et de les identifier.
Donc, pour chercher ces couteaux suisses, on fait des appels à candidature. Ça passe par un système qui est mis en place qui, en fait, tout le monde n'est pas représentant des usagers qui le veut. Encore une fois, c'est prévu par la loi, puisque en étant représentant des usagers, comme vous le savez pour un certain nombre, mais c'est pas inutile de le rappeler, il faut représenter une association agréée, et donc un agrément est attribué avec une demande d'agrément à donc ces associations. Je reviendrai tout à l'heure sur qui elles sont dans notre région et de manière générale la chance qu'on a de voir une diversité d'entre elles siéger aujourd'hui. Tout ça pour revenir sur, c'est prévu dans la loi. Donc le Code de la santé publique prévoit aujourd'hui, en tant que DGARS par exemple, Monsieur Gilardi, il a la mission et donc le pouvoir de désigner dans 13 instances un certain nombre de représentants d'usagers. Il y a plus de 1000 sièges dans la région aujourd'hui qui leur sont dédiés. Donc c'est pour ça qu'il lançait le message, on a besoin de vous, on a besoin d'eux. Il y a des places à prendre. On a déjà un certain nombre de sièges qui sont occupés effectivement, mais le but pour que la démocratie, pour reprendre les termes de mes voisins et voisines, agisse, c'est qu'il y ait au maximum les places qui soient prises dans ces dialogues. Donc comment on les identifie? Donc c'est à travers effectivement en fait des listes, un certain nombre d'associations qui sont agréées. On a mis en place, et je me permets des petites parenthèses avec des petites histoires parce qu'on nous a dit qu'aujourd'hui on avait le droit. On a mis en place un certain nombre de procédures pour justement mieux identifier comment on le faisait. Donc moi, je me souviens, pour reparler de notre grand témoin, quand j'ai pris mes fonctions il y a bientôt 8 ans, enfin les fonctions que j'occupe aujourd'hui, la commande, elle était claire. Quand M. Gilardi, tout à l'heure, disait « on apprend, et nous, ARS, grâce aux représentants des usagers, à travailler, à mieux travailler, on apprend des choses », c'était... Bon, bah, Noémie, bienvenue dans cette fonction. Alors, moi, je veux plus de transparence. Je veux des appels à candidature clairs. À un moment donné, qu'on sache, nous, quand on doit prendre des places dans les instances, quand est-ce qu'on peut se candidater, pendant combien de temps, de quel temps on dispose pour réfléchir à où on veut aller, comment ça se décide, et ensuite quel est l'accueil que l'ARS donne à ses représentants d'usagers, comment elle transmet nos désignations aux établissements. Ok, donc un certain nombre de choses étaient quand même déjà mises en place dans la région, on n'est pas parti de rien, mais il y avait un challenge et j'ai bien compris qu'il fallait qu'on fasse mieux. Donc ça fait déjà un certain temps, on a travaillé ensemble et avec toutes les associations que représente France Asso Santé pour justement rendre, puisque je réponds quand même à la question, hein, comment on identifie les représentants des usagers. Donc on a lancé depuis déjà un certain temps des appels à candidature. Ça paraît simple en le disant, mais... C'était pas le cas vraisemblablement. Donc à un moment donné dans l'année, on dit voilà, comme c'est le cas de cette année, puisque vous le savez, c'est une grande année. Nous sommes en 2025. Il y a les sièges dans les commissions des usagers des établissements qui vont être remis à plat. Donc ça concerne 205 établissements de santé dans la région, presque 1000 sièges au total. Donc les commissions des usagers et les conseils de surveillance des établissements publics. Voilà, vous pourrez candidater à telle date et on vous répondra à telle autre date et on désignera aux établissements avec un courrier, etc. etc. Donc voilà, j'explique grossièrement, un peu scolairement, mais autant c'est dans la mission de l'ARS et dans les missions du DGARS de cette désignation-là qu'on est assez libre dans la façon de l'organiser. Donc on a progressé ensemble. Aujourd'hui, dans toutes les régions, on organise des choses différemment, mais on a quand même les mêmes missions et globalement, il y a un travail d'harmonisation qui est en cours. Donc voilà. Donc c'est prévu dans la loi. Il y a un certain nombre d'instances et on les invente pas. Donc voilà. Après, la démocratie en santé, c'est pas que faire ce qui est prévu dans la loi. Donc notre ambition avec vous tous, c'est qu'on dépasse ce qui est légal. Alors,
en restant dans l'égalité, on est d'accord, mais en faisant plus. Et comme disait tout à l'heure Monsieur Tumerel, un vrai travail de coopération, c'est pas juste inviter quelqu'un qui est prévu, une instance, etc. C'est travailler main dans la main et c'est préparer ces temps-là. C'est aussi lors de moments de convivialité et de temps forts autres les associés. Donc nous, ce qu'on veut voir développer, on veut accompagner les associations, les établissements sur le terrain, c'est vraiment dépasser ce cadre-là, faire plus, pour que de toute façon, les instances comme les commissions des usagers, pour ne pas les citer, mais on va en parler beaucoup aujourd'hui, se passent au mieux avec une vraie coopération et une convivialité, une connaissance des uns et des autres. Merci Madame Poulain. Madame Trept, pareil, en préparant cette table ronde, il y a un sujet sur lequel vous avez été ferme et sur lequel votre réponse est arrivée presque plus vite que ma question. La question était, en fait, j'étais un peu naïf sur la question et en préparant et en me renseignant sur le sujet, j'ai été marqué par le fait que pour être RU, il fallait être membre et mandaté par une association agréée pour être RU. Et je vous ai posé comme question, mais est-ce qu'il faut vraiment être membre d'une association ou est-ce que n'importe qui peut candidater? Et vous avez été ferme, c'est non, il faut être membre d'une association. C'est important, je pense, pour les personnes qui nous écoutent et notamment pour les personnes qui un jour envisageraient d'être RU. Pourquoi cette relation à l'association est importante? Il y a une fois la loi qui l'indique. Mais on a dit aujourd'hui, on dépasse la loi et il n'y a pas que vous venez de le dire, Naomi. Et je vous en remercie parce que c'est pas du tout, et d'ailleurs aussi M. Tumerel, parce qu'il faut quand même être clair, et je pense un certain nombre des collègues RU qui sont là, ils ne se sont pas forcément reconnus dans les paroles de M. Tumerel. C'est-à-dire, dans le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, ça fonctionne très très bien, mais on sait aussi pertinemment qu'il y a beaucoup de nos collègues RU qui ont du mal qui ne sont pas à s'imposer et qui sont... Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, pour répondre à votre question, je pense qu'il est important, quand on est représentant des usagers, d'avoir un lien avec des collègues. Et surtout, être membre d'une association agréée, c'est, premièrement, il y a le lien pour France Assos pour les formations. L'association forme et informe. Et il est important d'avoir un vivier, de ne pas être autocentré. Il faut être clair que au moment où on prend une fonction de représentant des usagers dans n'importe quelle institution, là on a parlé surtout des établissements sanitaires, mais il y a d'autres institutions, des démocraties sanitaires, comme les conseils territoriaux de santé, comme la conférence régionale de santé et l'autonomie, dans laquelle il y a notre commission. Il est important qu'on n'y pas, on représente pas soi-même. On représente les personnes, les familles, tout usagers de la santé. Et autant que j'entends, il y a eu des échanges dernièrement lors d'une remise de label, mais c'est quoi cette histoire? Nous, on a des personnes, des patients qui sont là depuis longtemps chez nous, pourquoi ils ne peuvent pas devenir? Ils peuvent avoir un rôle, c'est ce que j'ai répondu. Vous pouvez les solliciter comme patient traceur pour la HAS, l'autorité à la santé, pour entre autres la certification de votre établissement. Mais pour moi, un RU doit avoir un attachement profond à une association. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas travailler dans votre coin, chercher des textes, chercher voilà, toute cette connaissance, information qui peut venir d'une association et des membres de l'association qui siègent dans différentes commissions aussi. C'est l'échange qui est riche et qui permet de dire, tiens, ils ont fait ça, je vais peut-être proposer ça à mon directeur. C'était pas mal. On est vraiment on est une personne, mais on représente des personnes.
On comprend bien à travers ce que vous dites, vraiment, cette notion d'équipe, on l'entendait avec M. Tummerel tout à l'heure, équipe avec les professionnels, mais aussi équipe entre eux, représentants des usagers. Ce n'est pas des personnes isolées, quoi. C'est des personnes, notamment grâce au cadre de l'association, qui ont des interactions où ils peuvent partager, se livrer aussi, parce que c'est des moments parfois un peu difficiles, qui veut que les représentants des usagers vivent. Oui. Et donc, il y a cette notion-là de presque de pair aussi. Hein. Oui, c'est exactement, je pense, c'est important cet échange. Parce qu'il faut être conscient, et je pense que la plupart de ceux qui siègent déjà sont déjà rentrés chez eux en disant « Mon Dieu, mais je vais faire comment là comment de trouver cette distance, de pouvoir se détacher de la complexité ou du malheur qu'on a entendu par un patient ou par une famille. C'est aussi dans les échanges qu'on peut trouver une solution, qu'on peut aussi avoir quelqu'un qui dit « Hey, c'est pas toi qui reçois, c'est pas toi le médecin. Tu n'as rien pu faire. Oui, tu l'as reçu en pleine figure. Le malheur, le désespoir ou la colère. La colère de la personne ou de la famille. Mais on est un transmetteur d'informations. On est un facilitateur. On n'est pas là pour résoudre le problème de la personne. Et ça, je pense, ça peut se faire qu'en groupe, entre représentants des usagers. C'est pour ça, éviter cet isolement, d'être autodésigné. C'est très clair, Madame Trept. On a vraiment compris l'intérêt d'être membre d'une association. Madame Poulain, est-ce qu'on pourrait revenir plus en détail peut-être sur la notion de CDU dans les établissements de santé, en quelques mots, pareil? Alors, quel est son rôle de la CDU? Je ne vais pas répondre à votre question, je vais dans la... Pas de problème, on avait dit aujourd'hui on dépasse les cadres. Voilà. Par contre, vous avez le droit de me soutenir. On est libre, mais je reste dans le sujet. Pour assurer ce travail collectif, ça c'est important quand même parce que c'est une des valeurs. Alors je reviens pas sur le sport et sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et je vois pas beaucoup de cartes émotion encore, pourtant. Mais c'est un vrai appel. Hein. Vous avez vu là, elle vous a appelé, donc voilà, là vous devez lui envoyer. Non, cette notion de collectif. Alors les CDU, je vais quand même répondre à la question des CDU. Ah, merci. Donc pour revenir au texte, il y a des cœurs. Voilà, il y a il y a 2 sièges de titulaires et 2 sièges de suppléants pour rappeler voilà la notion de on n'est pas seul. Et c'est un travail de groupe dans une CDU donc, qui est composée de 5 membres de droit. Donc effectivement, il y a 2 représentants des usagers, il y a un représentant de l'établissement, la direction, un représentant médiateur médical et un médiateur non médical. La commission des usagers dans un établissement de santé, c'est en fait, pour le dire simplement, c'est celle qui a pour rôle à l'hôpital, enfin en établissement de santé, public, privé, quel que soit le statut, tous les établissements sont concernés, de veiller au respect des droits et notamment à partir du point de vue des usagers, à partir de l'évaluation qu'un patient fait des conditions de prise en charge lors d'un de ses séjours dans un établissement et des plaintes et réclamations effectivement qu'il adresse à l'établissement. Donc tout ça c'est examiné, c'est vu par la commission qui analyse et qui voit et l'établissement présente à la commission ce qu'elle fait pour corriger, pour s'améliorer. Donc bien dans une idée de, au-delà de condamner, de constater que ça ne va pas, aller progresser, trouver des clés ensemble, faire des médiations. Donc les représentants des usagers peuvent accompagner des patients et leurs proches pour justement un dialogue avec l'établissement avant de partir dans des dimensions très procédurières, enfin plus procédurières, voilà, d'un dialogue en fait. Tout à l'heure, vous parliez, Madame Trept, des syndicalistes, des représentants du personnel. Avec toute la noblesse de cette fonction aussi, c'est accompagner en fait, voilà, un père et avec une dimension d'intérêt général pour comprendre le problème et essayer de renouer le dialogue.
Donc les commissions des usagers, c'est ça en fait, elles se réunissent et du coup elles analysent ces problématiques, ces difficultés et elles trouvent avec des éléments d'amélioration que la qualité des soins et des prises en charge s'en sortent mieux. Pour revenir quand même, donc, je disais sur le choix du collectif et des représentants des usagers. On ne choisit pas des personnes, ça n'a rien d'individuel, ce sont des équipes. Donc effectivement, ce sont des associations. C'est la base du mouvement, d'ailleurs, de représentation. On n'est pas sur une démocratie directe, puisque c'est, en tout cas, aujourd'hui, les textes qui sont indiqués, qui le prévoient, c'est que ce sont des représentants des usagers qui sont mandatés par des associations agréées. Nous, en tant qu'agence, puisqu'on organise cet appel à candidature et ces désignations, on respecte des critères, en fait, qui ne sont pas... fous, qui respectent une diversité. Pour être représentatif, il faut bien à un moment donné représenter ceux qu'on défend, donc la population française, les patients des Hauts-de-France, les patients et les patientes. Donc quand on désigne ces personnes, et je vais l'illustrer après effectivement avec la carte, sur la réalité de ce que sont ces personnes aujourd'hui dans notre région, c'est sur des critères de diversité associative. Il faut entendre la voix et le point de vue de tous. Aussi des critères d'ancienneté. C'est-à-dire que une expertise avec des personnes qui sont en fonction depuis longtemps, c'est une richesse. On doit aussi laisser la place, et d'ailleurs c'est le but aujourd'hui de faire un appel au peuple, un appel à candidature pour trouver des nouvelles personnes, puisqu'il y a un certain nombre d'entre eux qui vont arrêter. C'est de permettre aussi l'intégration de nouveaux représentants, de nouveaux élus. C'est le principe d'une démocratie saine, c'est qu'à un moment donné, il y ait aussi justement des mandats qui tournent et un renouvellement. Une parité homme-femme, une diversité territoriale aussi. Donc, comme tout à l'heure, M. Tumrel le disait, il faut connaître son terrain. C'est-à-dire, on ne va pas nous désigner des personnes, elles sont rarement candidates, qui ne connaissent pas le territoire sur lequel il y a la place à prendre. Donc voilà. Alors, la carte, effectivement, on peut y revenir... En 2 mots. Rapidement, en 2 mots. Oui. Alors, la question, je crois, de départ, c'était quels sont les Pierre-Marie de la région. Donc, il y a des Pierre et il y a des Marie. On a Pierre-Marie, mais on a justement, en termes de diversité, sur globalement à peu près 500 personnes dans notre région que représentent ces représentants des usagers. 500 bénévoles, merci à eux. On a un certain nombre d'ailleurs en salle aujourd'hui, donc bravo et merci à eux. Donc, on a fait apparaître la carte de notre région avec les 6 territoires de santé. Comme vous le voyez, c'est assez représentatif du poids de la population dans chacun des territoires, mais pas forcément systématiquement. Vous voyez que dans l'Aisne, qui est quand même en termes de poids populationnel notre plus petit département, il n'a pas à rougir, même si c'est vrai que c'est pas volontaire, mais il apparaît en rouge sur la carte. 9% par rapport aux autres territoires, c'est un super investissement. Donc voilà, on a 14 associations régionales agréées. Tout à l'heure, j'en parlais dans la région, c'est qui porte les 2/3 des sièges activement. Et sur les 170 associations nationales agréées, pour des sièges dans toute la France, on en a effectivement une 50aine actives dans les Hauts-de-France. On est quand même une grosse région avec un fort dynamisme associatif. Donc il faut retenir 500 RU dans les Hauts-de-France, répartis comme on le voit là sur la région. Monsieur Tumrel, Madame Trept, on a pris du retard cette table ronde. Je vais vous demander une réponse courte à mes questions, mais on ne peut pas travailler sur la reconnaissance officielle de l'engagement au service des usagers sans vous poser une question sur les 3 qui étaient prévues, Monsieur Tumrel, et sur la question du radium. Monsieur Tumrel, je vais commencer avec vous. Lorsqu'on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, mais les RU sont un véritable levier de performance dans mon établissement. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer en quoi le représentant des
des usagers dans votre établissement est pour vous un levier de performance et d'amélioration globale de la qualité, vous me disiez même. D'accord. En fait, l'exercice le plus difficile de cette séance, c'est de condenser. Moi, je pourrais vous en parler des heures. Ah oui. De ça, mais et donc, moi, c'est compliqué. Et puis, vous m'avez chanté 2 questions. Voilà, c'est ça. C'est pas grave. Simplement confirmer, effectivement, sur la CDU, chez nous, parce que je reviens sur le terrain, encore une fois, chez nous, la CDU... je reviens toujours à ce que je vois par rapport à ma mission d'expérimentation dans les autres établissements. La CDU, chez nous, est pilotée et présidée par un représentant d'usagers. Beaucoup trop d'établissements encore aujourd'hui ont une CDU présidée par le directeur d'établissement et assistent à une CDU où ils viennent, ils regardent un diaporama pour voir le résultat des indicateurs et le résultat des plaintes, et ça s'arrête là. C'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est Monsieur Dupont, présent, pilote, pose des questions. Dans ma CDU, j'ai un responsable de service technique, des services logistiques, de la bouffe. Et on ne regarde pas simplement le résultat des questionnaires, des plaintes et réclamations. Sinon, on sait tous le résultat. La bouffe n'est pas bonne et il y a trop de pommes de terre. Combien de fois, Monsieur Dupont, ça ne nous intéresse plus tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est les questions qu'il pose. Là, il y a un événement indésirable. Qu'est-ce que vous avez fait? Et qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus? Et c'est en ça que le RU devient un levier de performance, d'amélioration de la qualité. Entre autres. Après, ça devient un levier de performance parce qu'il permet aussi des actions concrètes sur le terrain de mise en place de la qualité. Je pense par exemple le fait d'avoir fait remonter chez nous que le livret d'accueil qui était donné au patient, eh bien le patient, quand on lui pose la question s'il a compris ce qui est écrit, il répond non. Donc on l'a traduit différemment, avec un langage simple, et c'est les RU qui l'ont traduit. Le fait de participer, Monsieur Dupont, à toutes nos réunions sur la construction d'EHPAD qu'on vient de construire, a permis une réorganisation de l'ergonomie d'une chambre. Et c'est eux qui ont conçu cette chambre. Voilà, donc en fait, il y a des dizaines de leviers sur la qualité et la performance. J'ai des amis, collègues experts visiteurs dans la salle, qui savent très bien que le fait d'engager les RU avec un regard qui n'est pas naïf, mais un autre regard dans une démarche qualité au sein d'un établissement, c'est un gage effectivement de qualité pour le service rendu aux patients. Une nouvelle expertise, en fait, cette expertise d'usage, en fait. Oui, tout à fait. Ils doivent être co-constructeurs, en fait, de la performance accordée aux RU. C'est extraordinaire. Je suis également à l'hôpital militaire, par exemple, où j'interviens sur Percy. Et quand vous avez un médecin qui discute avec un patient qui va être amputé, pour lui dire on va vous amputer, vous avez reçu d'Afghanistan, moi j'ai vécu la même phrase, mais traduite par un représentant d'usager qui, pour le coup, est un ancien député militaire. Mais à un moment donné, le patient n'écoute même plus le médecin. D'aller leur dire, mais toi, tu t'es pas amputé, qu'est-ce que tu me racontes? Ce qui m'intéresse, c'est ce que raconte mon collègue qui, lui, a été amputé. Et vous prenez toute la puissance que peut être utile à faire passer des messages à des patients quand vous savez bien utiliser le représentant d'usager. Et c'est pour ça que je suis profondément, vous l'avez compris, un passionné des représentants d'usagers, parce qu'en tant que directeur, c'est pour moi une force colossale, effectivement, de contre-appui, même soignante et médico-soignante, pour le bien de mes patients, tout simplement. Voilà. Merci. Madame Trept, j'aimerais que vous nous parliez pareil en 2 mots, s'il vous plaît, de ce que vous avez dans vos tote bags qui s'appelle le rapport relatif aux droits des usagers du système de santé. Vous avez ce document dans votre tote bag. C'est l'édition 2023 parce que l'édition 2024 n'est pas encore complètement sèche. Elle est presque prête, mais pas encore complètement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le RADU ? Bon, en 2 mots, c'est compliqué, mais bon, je vais essayer de faire vite. Le rapport annuel droit des usagers dans le domaine de la santé est une synthèse des rapports d'activité qui ont été adressés par les établissements sanitaires de notre région à l'ARS. Ce rapport, c'est-à-dire ce questionnaire, est obligatoire par les ministères parce qu'il fait aussi, je parle sous votre contrôle, Monsieur Tumerel, partie de la certification. De ce côté-là, pour nous, c'est plus facile parce qu'ils sont obligés de répondre. Et on a, depuis quelques années maintenant, et là, Magali, je pense, je parle sous votre contrôle, 100% des établissements répondent parce qu'ils savent pertinemment au moment où ça va coincer. Voilà. Ça veut dire que ce rapport d'activité concerne le droit des usagers, qui est d'un côté, qui a une partie qui vient du ministère qui est obligatoire, mais dans laquelle nous avons une certaine latitude. On peut rajouter des questions. Et ces réponses-là,
on ne dit pas Saint-Amand-les-Eaux a répondu que, Denain a répondu que, Amiens, non. Nous prenons les réponses. D'ailleurs, ce qui nous embête un petit peu, que cette questionnaire, depuis 2012, n'a pas été requalifié ni retravaillé de la part du ministère. Alors, vous voyez à peu près la législation qui change pour, voilà, quand même assez vite. On a quand même un léger problème et on trouve, on est en commission, que ça date et ça devient compliqué de dire, est-ce que vous avez une question toute bête, vous avez un protocole douleur. Oui, ça s'arrête là. Oui, on a un protocole, mais ça ne veut pas dire que le protocole douleur est mis en place. Oui, on l'a. Bon. C'est coché. Voilà. Ce qui nous, quand même, nous permet, en étant en commission, de dire, et ce qui nous intéresse, c'est l'activité des représentants des usagers, l'activité de la commission de droit des usagers, dans quelle institution de l'établissement le représentant ou le président de la CDU participe. Est-ce qu'il y a eu votre établissement, est-ce que vous travaillez le projet d'établissement, qui est d'ailleurs obligatoire normalement, il doit passer par un avis de la CDU, est-ce que ça a été fait? Ça nous permet d'avoir quand même un visuel assez près et assez juste des problématiques qui sont dans notre région. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on vient toujours sur les mêmes problématiques, où ça n'avance pas. C'est la formation, l'information, d'un côté des représentants des usagers et de l'autre côté, surtout, des autres membres des CDU, dans la CDU, entre autres les médiateurs médicaux et non médicaux, ainsi que le représentant de la direction, qui, pour nous, apparemment, savent tout. Ils n'ont pas besoin d'être formés. Voilà. Et d'ailleurs aussi l'information qui doit être donnée aux patients par affichage, par tout moyen. Et surtout aussi, aujourd'hui, on est dans la spécificité quand même du vieillissement de notre population et de la surreprésentation du handicap dans le Hauts-de-France, que malheureusement, il y a encore beaucoup d'établissements qui n'adaptent pas leur communication. Leur livre d'accueil, les documents qui sont donnés, qui sont toujours pour un certain nombre de nos citoyens incompréhensibles. Et ça, on tourne un peu en rond. On ne désespère pas, ça monte doucement, mais c'est toujours, ça coûte cher, ça change trop vite. Voilà, il y a plein de choses, mais je pense avec surtout que, et là, vous me permettez vite pour clôture sur le label, nous avons heureusement des établissements qui ont montré que c'est possible de le faire. D'avoir un livret d'accueil dans un français simple, avec des pictogrammes, avec des photos, avec plein de choses qui font qu'une personne âgée ou une famille ou quelqu'un qui ne parle pas français ou une personne avec un handicap mental arrive au moins à se repérer, j'arrive à l'accueil, de là, j'y vais à l'accueil, on va m'expliquer, on va m'accompagner, on va m'indiquer où est-ce que je dois m'adresser. Voilà. Merci, Madame Trept. Je vais venir vers... Oui, regardez, vous avez engagement, conviction, ça fait réagir la salle. Je vais revenir vers vous dans une minute pour la séquence de questions-réponses. Je vous préviens, comme ça vous pouvez réfléchir si jamais vous avez des questions. Juste avant, je voudrais donner la parole à notre grand témoin, Pierre-Marie. Peut-être une minute de réaction sur ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'on retient de synthèse ou de réaction? Comme vous voulez, Pierre-Marie. Moi, je trouve que cette rencontre est surréaliste. Je le dis parce que pour les plus anciens d'entre nous qui sont représentants usagers depuis une vingtaine d'années, pour certains, on nous aurait dit il y a 20 ans qu'on serait capable d'avoir des réunions comme aujourd'hui, on n'aurait pas cru. Franchement, pour nous, les plus anciens, cette représentation, c'est une bataille permanente quand même. Donc, avec des moments qui n'ont pas été aussi faciles que ce matin. Je rappellerai seulement que quand on a des réunions élargies aux soignants, aux différents intervenants, souvent dans ces réunions, il y a un représentant usager ou deux qui sont minoritaires dans 50 soignants, dans tout ça, où on peut à peine dire un mot.
Donc, à son premier mandat, on écoute, on dit rien. Au deuxième mandat, on prend un peu la parole, on se fait rabrouer. Et c'est qu'au troisième mandat qu'on pense qu'on a raison quand même et qu'on finit par... bon, voilà. Donc... Ah, il n'est pas grand témoin pour rien. Hein, Donc non, mais je mesure le chemin parcouru quand même. C'est à cette occasion-là. Bon, en plus, on a des gens... Alors, je pense que ce qu'on a entendu là, c'est pas tout à fait vrai partout quand même encore. Hein. Monsieur Tumrel, c'est un cas à part. Enfin, moi, on n'aurait pas dû le prendre finalement parce que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe partout. Il y a du progrès quand même. Je vais vous donner un petit exemple parce que moi, je suis RU au CHU de Lille. La qualité, par exemple. Longtemps, on parlait de qualité en CDU, c'est-à-dire que bon, c'est tout, on avait un rapport sur la qualité. Bon. On était forcément d'accord, pas d'accord. La différence maintenant, c'est qu'on participe au groupe qualité avec les soignants, avec l'encadrement de l'hôpital. C'est assez différent quand même, parce qu'on a le sentiment, alors on peut pas tout changer, hein. Bon, mais on a le sentiment même qu'on peut apporter quelque chose et qu'on nous écoute. De même pour la certification. Bon, on s'est un peu battu quand même pour la certif. Hein. On a été aidé par des directives nationales parce que, bon, pour ceux qui ont participé à des certifications au début, entre la réunion officielle avec les représentants usagers et ce qu'on disait le lendemain dans le petit groupe de travail un peu particulier qu'il y avait avec les gens qui évaluaient et le directeur d'hôpital, où finalement on disait bon, finalement ce qu'on a appris là hier sur l'usager, c'est pas si important que ça. Bon, une fois qu'on fait partie du groupe du matin qui prépare la journée, là on comprend, personne n'ose dire ça. Hein, donc on a quand même progressé. Bon voilà, donc pour dire que moi je suis très franchement content de cette journée. C'est un peu trop facile, quoi. Mais bon, quand même, on va la faire quand même. Bon. Et puis je remercie Noémie quand même qui a voulu parler de moi comme ça. Donc ils peuvent pas le dire, mais notre service de démocratie sanitaire de l'ARS ici, il est un peu exemplaire dans la France entière. Donc quand ils font des réunions entre eux, c'est souvent eux qui apportent des trucs qu'ils ont fait dans la région et qui ne sont pas ailleurs. Je dis parce que là on pense que trouver des représentants, c'est facile. Les gens sont d'accord avec vous, hein, Pierre-Marie, regardez. Tout le monde s'y met. Ils sont d'accord avec vous et c'est pour Noémie. Donc voilà, comme ça, tout le monde est content. Zut, mon directeur général est parti. Non, mais il faut le dire. Nous, on a connu des services avant, par exemple, avant la fusion des départements. Bah, c'était chiant comme la pluie, quoi. Franchement, ils faisaient rien. Enfin, ces gens-là, je ne les connais plus, donc je peux le dire. Il ne se passait pas grand-chose, il faut être honnête, quoi. Donc il y a eu quand même un développement et un suivi, et puis une aide qui a été apportée, c'est évident. Et tout le monde s'est amélioré dans l'ensemble. Pierre-Marie, on prend des questions dans la salle ? Ouais. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? J'ai vu un point d'interrogation se lever juste là. Juste là, regardez. Voilà. Ce que je vous demande quand vous posez une question, c'est juste de vous présenter comme ça, on sait qui en répond. Madame, vous avez la parole. Bonjour, Cathy Grard, je suis vice-présidente du comité usager MDPH du Nord. Je prends grand plaisir à être parmi vous aujourd'hui pour représenter cette instance. Par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut être membre d'une association, même si je comprends bien que, surtout en service hospitalier, il y a un très grand, heureusement, turnover au niveau des patients et que ça serait compliqué de demander à ces usagers d'être représentants des usagers. Nous, au niveau du comité usagers MDPH, on est des personnes justement qui ne sont pas dans les associations, pas représentants, pour défendre le plus possible de handicap, aussi bien en aidance qu'en personnes en situation de handicap. Et on est vigilant à apporter cette parole que qui mieux que la personne elle-même peut parler de sa vie, de ses problèmes, de son vécu. Donc ça, je pense que les représentants au niveau des hôpitaux, j'espère du moins, arrivent à le faire, même si, si on parle d'une maladie qu'on ne connaît pas, c'est un peu compliqué de se mettre à la place de la personne. Voilà pour mon point de vue. C'est aussi par rapport à la pérédance tout à l'heure qui était évoquée par monsieur. C'est dommage que les Hauts-de-France n'ont pas le diplôme universitaire comme à Paris ou à Bordeaux, parce que c'est aussi valoriser justement cette représentation d'usagers
Et professionnaliser, ça permet aussi d'avoir ce regard extérieur et pas prendre trop à cœur non plus cette fonction, parce que ça peut aussi être très énergivore pour la personne qui représente. Merci madame. Merci. Donc du coup, 2 sujets, on a plein de questions, donc on va faire des réponses courtes, mais encore une fois, ces gens sont là avec vous ce midi et donc ils vont pouvoir approfondir les débats. Je voudrais quand même vous entendre, madame Trèbes, sur 2 choses. Un, sur les représentants d'usagers et associations, notamment à travers le discours de la MDPH. Madame, je comprends, sauf que le comité des usagers dans un MDPH n'est pas obligatoire. Et c'est volontaire et c'est très très bien. Et je salue la MDPH qui l'a mis en place. Après, on n'est pas sur le même terrain. Et deuxièmement, vous voyez, moi, je suis une personne en situation de handicap, mais quand je suis là, en étant présidente, la commission spéciale des droits des usagers, je ne défends pas le handicap, je défends tous les usagers. Et ça s'apprend. Et voilà. Et c'est pas facile. Il faut faire très attention dans quel rôle on est. Quelquefois, on peut oublier ça, mais je pense que c'est important parce que vous ne pouvez pas être isolé sans avoir rien et rentrer de l'hôpital en disant maintenant il faut que je trouve dans des textes parce que le médecin m'a dit non, vous n'avez pas raison, vous n'avez pas le droit. Vous comprenez, c'est pas qu'on ne veut pas les personnes de bonne volonté. Je pense il y a plein d'associations qui cherchent des adhérents aussi, et surtout les associations régionales et de petite taille qui sont souvent très, très actives. Dans une ville, dans une communauté de communes, et qui sont dans la santé. Et aujourd'hui, l'agrément avoir pour une association, et c'est aussi ça, je pense, on a oublié de dire aussi qu'aujourd'hui, pour une association de patients, avoir un agrément auprès du ministère n'est plus aussi complexe, mais je parle sous votre contrôle, Noémie, que c'était il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire au moment, le plus important, c'est de montrer l'utilité. Et l'utilité n'est pas forcément que régionale. Monsieur Tumay, en un mot, vous vouliez répondre à 2 éléments. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que le fait d'être représentant d'usagers dans une CDU n'empêche pas pour un établissement d'avoir ce qu'on appelle des patients experts. Ça, c'est important. Et moi, j'ai les deux. C'est-à-dire qu'en psychiatrie, j'ai des patients experts. Bon, c'est indispensable. Ce n'est pas des représentants d'usagers. La mission n'est pas la même. Hein. Et sur le terrain, effectivement, les patients experts n'ont pas la même mission non plus que les représentants d'usagers. Donc, surtout, n'oubliez pas que dans la représentativité de l'usager, il y a bien sûr le RU, mais il y a le patient expert de sa pathologie. Il y a aussi les associations de bénévoles qui interviennent. Donc, chacun a des missions différentes pour en fait essayer de converger sur une meilleure prise en charge possible. Et puis pour terminer sur votre diplôme universitaire, madame, je vous rejoins totalement, puisque je vais me rapprocher de Martine pour mettre en place le diplôme universitaire, effectivement, au sein de l'Université de Lille 2. Voilà. Voilà une bonne nouvelle. Il y a plein de questions. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on prenne 2 questions, comme ça permettra d'avoir des réponses croisées. Donc regardez, il y a monsieur tout là-haut, et madame. Ok. Et puis on va prendre plusieurs questions, comme ça vous pourrez répondre de façon globale. Question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Ça va être difficile. Alors Agnès Petit, j'adhère au CLCV. Et je représente les usagers dans une clinique et j'ai représenté aussi les familles auprès d'une association de maintien à domicile. Et moi, je vous remercie de vos interventions qui sont toutes pertinentes. Et pour faciliter le rôle des représentants des usagers, il faut peut-être mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire que ce qui pourrait faciliter notre rôle, ce serait qu'on change le regard du personnel administratif ou des personnels soignants sur les usagers, sur les patients. Et les patients, il faudrait qu'ils cessent de sentir qu'il appartient à une structure, soit l'hôpital,
ou autres, parce qu'on a l'impression qu'il se remet aux médecins, au service hospitalier. Et là, c'est quand même une privation quelque part de la liberté de chacun à intervenir. Et donc moi, je sais que les systèmes sont figés, qu'on manque de temps. Et c'est ça qui est très, difficile, c'est qu'on manque de temps, le personnel soignant manque de temps pour essayer d'expliquer aux malades ce qu'il a, pour qu'il soit partenaire à part entière. Parce qu'en plus, je vais terminer là, il a du mal à exprimer quand il se sent maltraité ou pas considéré. Et c'est assez ennuyeux parce qu'il va essayer de rencontrer le représentant des usagers en dernier point. Voilà, mais donc du coup on a bien compris votre question sur le rapport entre les patients et les professionnels de santé, professionnels administratifs. On va prendre une deuxième question, comme ça vous allez pouvoir répondre à plusieurs. Voilà. Bonjour, Sarah Denis, donc je fais partie de l'URIOPS Hauts-de-France, qui est une fédération d'associations sociales, médico-sociales et sanitaires. Donc on a beaucoup parlé effectivement de l'hôpital et des représentants d'usagers pour l'hôpital, mais je voulais savoir un peu votre vision du lien qui pouvait être fait avec les associations, qui organisent certes des instances comme les CVS, donc les conseils de vie sociale, où il y a des usagers de leurs établissements qui sont présents, quand ils y arrivent. Mais du coup, quel lien pouvait être fait à ce niveau-là pour que leur voix remonte également dans les, entre guillemets, plus grosses instances que vous représentez? Alors, deux questions. La question, Pierre-Marie. La partie du lien soignant-soigné, c'est fondamental. Quand on est à l'hôpital et qu'on est malade, on est déjà en infériorité par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Bon, voilà. Donc c'est logique que ça reste compliqué, et la place du représentant usager, il faut la trouver, c'est pas évident. Dans les gros établissements, par exemple, c'est un peu complexe. Bon, qu'est-ce qui se passe en fait dans la pratique? Même nous malades, on est un peu bizarre, parce que quand on nous interroge dans des enquêtes, on en fait à France Asso Santé nationale. Pour nous, le soignant, ça reste très important dans le domaine de la santé. Tant qu'on n'est pas malade, tant qu'on n'est pas dans son lit, etc., quand on répond à un questionnaire, 80% des gens disent le médecin, formidable, formidable, formidable. Et c'est seulement qu'après, quand on est en situation un peu plus compliquée, qu'on réfléchit davantage à cette relation qui est fondamentale. Hein. La relation soignant-soigné, quand même, c'est quand même la base. Alors, il n'y a pas que les médecins. Enfin, on y réfléchit quand même, et il faut trouver des choses. Il y a encore des choses à trouver dans ce domaine. Enfin, et là, j'en viens aux associations. À l'hôpital, il y a les 4 représentants officiels, d'accord. Mais ce qu'il faut viser, c'est qu'il y ait d'autres gens, d'autres personnes qui puissent participer à la vie de l'hôpital. On a parlé des patients experts, c'est fondamental. Il y a des hôpitaux, alors je ne vais pas donner les noms, même l'administration, elle ne sait même pas où sont les patients experts dans les différents services. Parce qu'il y a des services qui ont eux-mêmes recherché des patients. Alors souvent pour des questions au départ de financement, parce que dans les financements recherche, etc., si on ne met pas qu'il y a des patients qui sont associés au truc, on n'a pas les sous, donc voilà. Et donc ils ne sont même pas connus. Enfin, moi je le dis, au CHU de Lille, par exemple, on a découvert des patients experts dans différents services que personne ne connaissait au niveau global. Hein. Bon, ils sont d'ailleurs très bien. Et je vous dis, un patient expert, quand vous allez le rencontrer et vous faites des réunions avec lui, il devient des meilleurs défenseurs des usagers. Hein. Ça, je vous le dis franchement, parce qu'il a tellement vu, il a tellement été avec, qu'il est meilleur que nous, souvent dans la défense des usagers. Donc voilà. Et alors, du coup, sur la question, donc on a répondu, je pense, sur Madame le médico-social. Oui, voilà. Ouais, donc Christine va répondre. Alors. Ouais. Merci Madame pour votre question. Maintenant, la législation n'est pas la même pour les CDU que pour les CVS. Par contre, je pense la dernière réforme des CVS, des conseils de la vie sociale, a facilité l'ouverture, je trouve, à des invités, on peut les appeler comme on veut, des invités permanents. Et d'ailleurs, voilà, la présidente de la CTU de l'Oise est présente, et je parle sous son contrôle à elle. J'ai eu dernièrement une question dans l'Oise, où
a une représentante des usagers de la CDU, président de la CDU, dans l'hôpital en même temps un EHPAD, ça veut dire pas CDU mais CVS, et que voulait y participer pour avoir des relations, pour savoir comment ça se passe, pour informer un peu. Et pourtant, c'est la même direction. Et là, je pense, le directeur, parce qu'il ne savait pas trop quoi dire, il a dit non, l'ARS n'est pas favorable. Alors ça, je pense que c'était la seule chose qu'il ne fallait pas dire parce que l'ARS était sur place et je me suis empressée de demander à la directrice adjointe de l'ARS de l'Oise si c'était le cas, ce qui n'est vraiment pas le cas. Et je pense les approches les premières et les plus faciles entre CVS et CDU, pour moi, au jour d'aujourd'hui, sont là où vous avez la même direction. Et c'est souvent les EHPAD. C'est rarement au niveau du handicap, mais on a des établissements sanitaires où il y a qui ont des EHPAD et de travailler ensemble, je pense, ça peut être une richesse. Et après, voilà, les directions, ça leur appartient. Parce que légalement, il n'y a pas d'obligation de travailler ensemble. Parfait. Et je précise... Voilà. Et je complète la réponse en disant que cet après-midi, il y aura vraiment un temps dédié avec les associations dans lequel vous allez pouvoir les rencontrer, ce qui vous permettra notamment de répondre de compléter la réponse. Alors, on va encore prendre 2 questions. On a monsieur, madame, et allez, 3 questions. On prend les 3 questions. Questions courtes, si vous voulez bien. Oui, vous êtes content, ça va être très court. Bonjour, Franck Roussel, je représente le Conseil régional de l'Ordre des médecins. Et j'aurais une petite remarque avant de poser ma question, c'est vous dire que même les soignants seront un jour des usagers aussi, et que c'est important pour eux la bienveillance, la bienséance et prendre en charge correctement les patients. C'est pour eux, ils tiennent à cœur. Vous savez qu'on a d'abord une vocation, mais peut-être que le système est maltraitant aussi. Il y a 3 fois plus de médecins qui suscitent que la population générale. Voilà, ma question va être très courte. Vous avez dit qu'il y avait 1000 postes à pourvoir de représentants des usagers. 500 étaient pour l'instant pourvus, mais Hugo Gilardi a dit tout à l'heure qu'il y avait 85% des... J'ai peut-être mal compris, c'est des postes ou des établissements qui avaient des représentants des usagers. C'était pour le faire préciser. Ouais. Allez Noémie, réponse courte parce que c'est une question courte. Alors, réponse courte. Il y a effectivement, dans le cadre des appels à candidature en 2025 pour les commissions des usagers, où il y a 2 sièges titulaires, 2 sièges suppléants, 205 établissements, donc ça fait 820 sièges, plus les représentants d'usagers dans les conseils de surveillance des établissements publics de santé, ils sont 70, il y a 2 sièges, donc ça fait 140, on arrive à 1000 sièges. 500, c'est le nombre de personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, les représentants des usagers, ce sont 500 personnes. Ils occupent aujourd'hui 85% des sièges dans toutes les instances. Donc on a un bon taux d'occupation, pour reprendre un terme, désolé, assez techno. Mais, ça veut dire qu'ils cumulent un représentant d'usagers à plusieurs mandats. Du coup, et c'est en effet, chacun a 1 à 7 mandats, 8 mandats. Dans des instances. Donc pas forcément tous de manière active, ils ne sont pas tous titulaires, quelquefois ils sont suppléants, etc. Mais effectivement aujourd'hui, donc c'est une charge, mais c'est aussi une richesse, je pense, d'avoir quand même de l'expérience. Et je ne veux pas spoiler l'après-midi, mais sur les différents mandats, et voilà, c'est quand même, quitte à en faire certains une période de sa vie et d'autres à un autre moment, c'est intéressant pour tout le monde. Mais on a un bon taux d'occupation des sièges, mais 500, ce sont les personnes aujourd'hui qui les occupent. Parfait, merci. On prend encore 2 questions. 2 questions, et encore une fois, on aura vraiment des temps de questions-réponses réguliers, donc gardez vos questions, on en aura ce midi, on a vraiment un temps, et toute l'après-midi, ça va être un échange avec vous. Donc vraiment, l'idée, c'est que ce matin, on pose le contexte, on répond aux questions, et toute l'après-midi, on aura ces temps d'échange avec des témoignages et des temps d'échange. Donc on prend encore 2 questions juste pour pouvoir respecter le délai. On fera tout à l'heure, monsieur. Mais bonjour à tous. Daniel Liberty, UDAF 60. Elle va dans la prolongation de ce que je viens d'entendre à l'instant. Le constat que je fais, alors je m'adresse à tout l'auditoire, combien y a-t-il de salariés RU? Combien y a-t-il de retraités RU?
Alors, ça, on peut faire si vous voulez. Alors, combien y a-t-il de retraités RU? On a des mains qui se Combien y lèvent. a-t-il de retraités RU? Combien y a-t-il... Là, regardez, à vous l'auditoire, là-bas maintenant, en face de moi. Bon, c'est à vous la question de vous répondre. Je suis complètement pour changer un peu la loi, pour amener les salariés au sein des RU, parce qu'il n'y a pas de temps de délégation. Ben, monsieur Tumarel vous répond, monsieur, parce qu'il l'a expliqué tout à l'heure. C'est une excellente réflexion, J'ai une monsieur. deuxième question. Attendez, on va répondre à celle-là. Oui. Excellente réflexion, monsieur. Et je me bats assez souvent là aussi pour dire qu'effectivement, quand on est RU, on est mandaté. Quand on est mandaté, on veut de la légitimité. Et pour être légitime, ben, il faut avoir une reconnaissance, quelle qu'elle soit, ne serait-ce que sur les frais, quoi. Hein, sur les frais engagés ou sur le salaire. Donc ça doit faire partie des indispensables que vous devez défendre. Et puis, un dernier mot vraiment important aussi, c'est que n'oubliez pas que vous n'êtes pas des représentants des patients. Patient, c'est celui qui patiente, qui subit. Vous êtes devenus des représentants d'usagers. C'est celui qui utilise, c'est celui qui consomme, c'est celui qui a des droits. C'est pour ça qu'on vous appelle représentant d'usagers. Vous êtes aussi là pour les familles, les proches, les aidants, et pas seulement que pour les patients. Voilà. Et on va vraiment avoir une deuxième table ronde avec aussi des questions-réponses. Donc du coup, monsieur avait une deuxième réflexion. Enquête. Vous êtes RU dans un établissement. L'activité de cet établissement est transférée sur un autre département. Vous n'êtes pas informé. Que fait-on? Je parle dans l'Oise d'un centre de rééducation pour enfants, Bois-Laris. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre? Vous parlez de Bois-Laris, je suppose, bien entendu, un centre de rééducation pédiatrique de Bois-Laris, oui, bien sûr. Oui, non, c'est vrai. Je ne peux que confirmer qu'effectivement, à Bois-Laris, j'ai moi-même certifié Bois-Laris, donc je connais bien la problématique de cet établissement qui a dû fermer ses portes au profit d'un autre établissement pédiatrique qui était à quelques kilomètres de là. Effectivement, les représentants d'usagers ont été mis de côté, ce que je regrette. J'ai d'ailleurs, personnellement, dans l'analyse de la certification de cet établissement, relevé ce point qui a été transmis à l'ARS. Voilà, allez, une dernière question. Je sais que c'est frustrant. Je peux juste répondre un autre exemple, s'il vous plaît. Je ne sais pas où vous êtes. Je suis là. Pardon, Noémie? Je sais. Je cherchais la voix. Noémie, la parole est à vous. Il paraît qu'on voit toujours moins ce qui est devant son nez. Oui, c'est ça. Mais là, c'était dans mon dos, en l'occurrence. Ouais, vous avez bon dos. Juste pour donner un autre exemple et rester dans le thème de la journée, alors je ne vais pas revenir sur ce cas particulier d'établissement, mais en CRSA, il y a des commissions spécialisées. Il y a notamment la commission spécialisée qui s'appelle la CSOS, commission spécialisée à l'organisation des soins. Et comme dans toutes les commissions spécialisées, comme dans toute la CRSA, il y a des sièges de représentants des usagers. Cette CSOS, elle a quand même des ordres du jour et un enjeu particulier. Et y siéger en tant que représentant des usagers, ça permet de donner déjà un avis à l'ARS sur des autorisations sanitaires dès lors qu'il y a des créations, des transferts, des transformations, etc. Voilà, je fais juste une parenthèse, mais pour expliquer la place que vous pouvez avoir au-delà d'un établissement sur un territoire, mais pour comprendre de manière globale, parce que ça ne se fait jamais par hasard, un mouvement d'offre de soins, et ça répond à des mécanismes d'offre et de demande. Je ne reviens pas sur ce cas particulier, je ne me permettrai pas, parce que je ne le connais pas plus que ça, à vrai dire, mais pour comprendre vraiment le contexte, les tenants aboutissants, et donner votre avis dans ces discussions, d'ailleurs, en tant que représentant d'usagers. Il y a à côté de moi un représentant d'usagers qui siège en CSOS, d'ailleurs. Je voudrais modérer un peu ce que tu dis, parce que dans la CSOS, il y a deux usagers sur 40 membres. Donc on retrouve dans l'histoire où pour se battre, c'est compliqué, mais enfin ça existe. Bon, moi je pense que la CSOS, elle devrait être dirigée par un usager, quoi. Donc, parce que c'est quand même eux qui sont vraiment concernés au bout. Et bon, voilà. Donc, allez, dernière c'est question. Pendant 20 ans. Dernière question, et c'est juste parce que moi je voudrais respecter les horaires pour que vous puissiez manger à l'heure. Donc, dernière question là-haut. Allez, on prend la dernière question là-haut, et puis encore une fois, ne vous inquiétez pas, on va traiter plein de questions aujourd'hui, mais c'est juste pour conclure cette première table ronde. Allez-y, monsieur. Michel Brodel, donc RU pour son premier mandat. Bravo, on peut l'applaudir. Je représente donc l'association La FNAR, et deux petites questions. En général, quel regard porte le directeur ou les directrices d'établissement envers les RU?
La seconde question, lors d'une réclamation dont le RU a été informé par l'usager, durant l'enquête, le RU est-il informé? Comment ça se passe? Alors, on va faire la première question, peut-être Pierre-Marie. Quel regard? Parce que si on entend M. Tumerel, on a compris que ce n'était pas le bon exemple. Donc, en général... Si, il y a d'autres Tumerel, mais bon, souvent, ça fonctionne, la CDU fonctionne de façon un peu, je dirais, obligatoire, normative. Et moi, je vous dis, hein, la seule façon que cette CDU, elle traite vraiment des sujets qui vous intéressent, vous, c'est d'en prendre la présidence ou la vice-présidence. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas avoir des pudeurs de gazelle. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, on débattait pour savoir s'il y a un usager pour être président de CDU, parce que vous comprenez, il va renforcer la politique de l'établissement. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir du tout, je peux vous dire. Donc il faut vraiment se battre pour la présidence et la vice-présidence de CDU. Il y a déjà un très gros avantage, c'est que le jour où il y aura la réunion, vous serez forcément présent puisque vous êtes le président. C'était pas tout à fait vrai avant, c'est-à-dire que la date était fixée comme ça par l'établissement et puis on n'était même pas toujours là. Voilà. Donc ça, c'est déjà un avantage fondamental. Et en plus, vous pourrez jouer sur l'ordre du jour parce que les questions les plus intéressantes à la CDU, c'est celles qui ne sont pas toujours à l'ordre du jour. Voilà. Ensuite. Merci. La deuxième question, c'était sur une enquête. Comment ça se passe? Alors, en fait, il est obligatoire maintenant, dans les dernières versions de la Haute Autorité de Santé, pour tout directeur d'établissement, de présenter à la CDU les événements indésirables. Et normalement, charge au directeur de lancer ce qu'on appelle un REX, ce qu'on appelle un retour d'expérience. C'est-à-dire qu'on invite, quand c'est comme ça, les RU à participer à l'analyse de cet événement indésirable, quel qu'il soit, pour qu'il puisse apporter son regard aussi. Et effectivement, chez nous, les REX sont pilotés par le RU. La CDU est présidée par le RU. Et j'ai toujours dit qu'un bon RU, c'est un RU râleur. Parce que plus M. Dupont râle chez moi, plus ça avance. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, on va conclure cette table ronde et c'est vous qui allez la conclure. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir vos tote bags. Dans vos tote bags, vous avez une page blanche. Accroché à cette page blanche, vous avez un stylo marqueur. Ce que je vous demande, c'est qu'on va faire, dans la plus grande technicité, un nuage de mots. Ça veut dire que vous allez mettre sur cette page blanche, écrivez en gros, comme ça on le verra bien, on fera une photo, le mot que vous retenez de cette première table ronde. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Donc un mot, et c'est le mot que vous allez envoyer physiquement aux personnes qui sont intervenues sur cette première table ronde. Voilà, donc les personnes, quand vous êtes prêtes, levez votre feuille, moi je vais commencer à les lire et je compte sur plein de gens pour prendre des photos qui vont illustrer la fin de cette première table ronde. C'est un peu le mot de conclusion, vous voyez. Est-ce que vous avez tous trouvé la feuille et le stylo? Oui, allez, c'est parti. Écrivez gros, grand, le mot que vous retenez, celui qui vous inspire, celui qui vous anime. Que ça soit un mot qui a été prononcé, une émotion. Et regardez, ici, il y a un premier mot qui arrive. Écrivez le plus gros possible pour que ça apparaisse. Le mot ici, c'est merci, monsieur, dame. Est-ce qu'on pourrait aller voir les mots qui sont de l'autre côté et les dire au micro? Comme ça, ça permettrait... Ici, j'ai le mot terrain. J'ai le mot... engagement, le mot co-construction. Regardez les mots atterris. Et en fait, ceux qui prennent les photos, vous allez devoir monter parce que sinon on ne verra pas. Mais venez prendre les photos, c'est beau ce qui se passe ici. Implication, engagement, espoir, légitimité, facilitateur, utilité. Vous voyez, et c'est exactement ce qu'on voulait à travers ces tables rondes, c'est vous donner des informations. Échange, engagement, représentatif, légitimité, RU sur le terrain, RU co-construction, facilitateur. On a intéressant, débat, collectif, impossible. Non, RU indispensable. Oh là là, j'ai limpide, démocratie, expérience, bienveillance, ensemble, légitimité, acteur. Est-ce qu'on a bien pris des photos par ici avec les mots? Laissez bien vos mots ouverts, on peut en venir prendre des photos. Exigence, je vais le faire aussi, moi d'ailleurs. Diplomatie, facilitateur, envie, complexité, proximité, participation, ensemble, espoir, participer, proximité. Mesdames, Messieurs, vous êtes parfaits. esprit d'équipe,
Complexité. Acteur. C'est parfait, merci beaucoup. Père. Merci pour tous ces mots. On refera ça à la fin de la deuxième table ronde, comme ça vous pouvez retenir. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir très 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 chaleureusement Noémie Poulain, Madame Christine Trept et Monsieur Michel Tumerel. Et je garde avec moi Pierre-Marie Lebrun.